du ministère de la Défense. Chaque année, plus de 400 000 futurs appelés se présentent aux 3 jours de sélection. Plus de 100 000 d'entre eux déclarent n'avoir aucun diplôme et avoir abandonné leurs études en fin de 3e. Merci. L'illettrisme, donc. Ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire. Et la première réflexion que je ferais, c'est que c'est quand même quelque chose qui apparaît très très tôt, puisqu'on apprend normalement à lire au CP. Et ça veut dire que bien, pendant plusieurs années, alors que les enfants sont encore très jeunes, eh bien, on ne voit pas. Et j'ai le sentiment, mais c'est peut-être pas le vôtre, qu'à l'école, ça ne choque plus un enfant qui ne sait ni lire ni écrire en CM2 ou en 6e. Et là, il y a quand même une réelle question. Et puis la deuxième question qu'on abordera également, est-ce qu'on a le droit d'exister dans notre société quand on ne sait ni lire ni écrire? Oui. On a le droit d'exister, c'est sûr, mais il vaudrait mieux savoir lire et écrire. On ne voit pas pourquoi l'école est aussi incapable de nous l'apprendre. Je crois que là encore, ce n'est pas la faute des instituteurs, c'est la faute d'un système qui peu à peu sélectionne à l'intérieur de l'école. Or, on ne devrait pas sélectionner. On ne sélectionne pas au CP tout de même, allons. Mais Rachid... Vous trouvez qu'on sélectionne au CP? Ah bon? Déjà. Rachid est professeur et lui, pour apprendre à ses élèves ou les intéresser à une autre démarche. Non, mais disons, lorsque j'arrive dans un lycée, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'enseigner l'économique. Si c'est l'économique, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est grandir avec les élèves et faire... Est-ce que tu constates un manque en orthographe ou ces choses-là ou... Un petit sourire, là. Qui veut dire oui ou non? Non, mais disons, ça dépend où vous enseignez. Mais si... je vais essayer de revenir pour ensuite... si je reviens par rapport au soutien scolaire, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons des jeunes... Des enfants CP qui n'ont pas le niveau, qui passent en CE1. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que les classes sont surchargées. Ensuite, du CE1, ils passent en CE2. Et du CE2 en CM1, alors qu'ils n'ont pas, ils arrivent en CM2, ils ont 3 ans de retard. Ouais, c'est ce que disait 3 ans de retard. Après, Après, ils sont foutus. Pour essayer de les rattraper, on va essayer de dépenser un fric fou. Alors qu'il y a des gens qui, dès le départ, sentent qu'il y a besoin et ils essayent de répondre. Ensuite, au collège, alors ça se passe plus ou moins bien, etc. Ce qui fait que finalement, vous arrivez en seconde, on nous dit, bon, alors lorsque vous dites que celui-là ne passe pas, j'ai pas envie qu'il passe parce que je ne pense pas qu'il, à un moment qu'il faut qu'il passe, on nous dit, non, nous avons certains quotas, il faut qu'il passe. Donc, ça, je crois, à mon avis, c'est très très important. Après, donc, on peut se demander, est-ce que, quel intérêt on met devant? Est-ce que c'est l'intérêt de l'éducation nationale ou est-ce que c'est l'intérêt du jeune? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de remodifier, à mon avis, le système de l'éducation nationale ou de se dire, finalement, il y a des gens qui s'approprient très bien l'intellectuel, c'est très bien. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, comment essayer de contourner à travers peut-être le manuel pour revenir? Nous avons qu'à faire comme en Allemagne. 4 heures le matin de travail, 4 heures pour apprendre ce qu'est véritablement la vie. Aujourd'hui, nous avons des lycéens qui arrivent et ne savent pas quoi faire, alors ils vont en AES, en Sciences Éco, etc., etc. Et puis finalement... C'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'on va vers les... Dès le départ, dès le CP, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on va vers les facs parce qu'on a peur du lendemain et on ne sait pas. Alors que ces jeunes, on pourrait les aider, on pourrait notamment savoir faire venir. Moi, je crois que l'éducation nationale se doit de faire venir autant mon père, Monseigneur Gaillot, qu'un autre. Mais je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire rentrer à l'école des acteurs qui puissent venir discuter avec les jeunes et je crois qu'on a besoin de ça. Mais on parlera des solutions tout à l'heure. Pour l'instant, Max. Oui. Merci. Très rapidement, Edith Théodos qui est là, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Les jeunes qui galèrent, voilà, qui voudrait réagir sur ce qui est en train de se dire. Edith Théodose. Oui. Alors moi ce que je voudrais dire c'est que ce qui vient de se dire par rapport à l'école, en fait c'est un élément supplémentaire à ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport à l'économique. En fait nous ce qu'on constate, moi je travaille depuis 15 ans avec des jeunes, des jeunes de la rue, mais avant qu'ils soient SDF, et il y a un énorme travail à faire avant. Donc, si vous voulez, on est très nombreux à faire ce travail. Et je crois que là-dessus, moi, je tire mon chapeau aussi à beaucoup de travailleurs sociaux qui font un boulot formidable et qu'on ne met pas suffisamment en avant parce que c'est un travail dur et difficile. Donc, c'est important d'en parler. Mais je voudrais dire que moi, ce que je constate dans les jeunes de la rue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, ils se sentent exclus ou ils deviennent des exclus? C'est qu'il y a un cumul d'insécurité qui se manifeste, d'une part, bien sûr, et d'abord dans l'économie
économique, on aura beau dire que ça suffit pas le travail, mais c'est quand même drôlement utile pour faire les commissions. Et que si les gens ont du boulot, si la famille a du boulot, quand même, il y a une espèce de sécurité matérielle qui est quand même première et qui assure les besoins primaires de l'individu. Mais il y a autre chose. L'école, qu'est-ce qui se passe? L'insécurité que ressent le jeune, qui a été d'échec en échec pendant toute sa vie scolaire, c'est une insécurité supplémentaire. Il n'a pas pu acquérir les savoirs. Donc déjà, il n'a pas l'acquisition du fric, mais en plus, il n'a pas l'acquisition des savoirs. Qu'est-ce qui reste en troisième lieu? La dimension relationnelle et socio-affective. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est vrai que la plupart des jeunes ou des adultes qui deviennent SDF, eh ben, ils ont aussi cumulé des insécurités énormes sur le plan socio-affectif. Donc il faut un soutien des familles, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Moi je veux dire que c'est trois dimensions. On ne peut pas sortir de l'exclusion sans avoir les trois dimensions. Merci. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Avant de passer à la variété, eh bien, je voulais vous dire qu'ensuite nous allions parler effectivement de la solitude des exclus, des animaux, de l'importance, mais aussi des soins aux exclus, et puis essayer d'un peu d'analyser ce qu'est une association, comment elle fonctionne, et puis bien sûr évoquer les solutions. Max ? Oui, avant aussi, il y a un numéro de téléphone également qu'on peut donner pour réagir en direct pendant l'émission, c'est le 44 30 01 02. 44 30 0102. Alors voici la première comment vous dire, variété de la soirée. C'est une exclusivité parce que c'est la première fois qu'ils font de la télé en France et on s'en réjouit. Ils viennent de Belgique, de Bruxelles pardon, plus exactement. Il y a de l'actualité puisqu'il y a un album qui est là et qui va sortir le 27 janvier prochain et que je vous conseille. Extrait de cet album, eh bien, le morceau qu'on va écouter tout de suite. Alors faites pas attention au titre parce que ça n'a rien à voir avec la musique. Ça s'appelle La chanson de la forêt. C'est Mistigri en direct dans Chez la Watt. Mistigri. Merci beaucoup. Eh bien, on va poursuivre ce débat. Et là, j'aimerais évoquer une chose qui me paraît tout de même très importante, c'est les exclus et les problèmes de santé. Il y a eu un rapport qui a été rendu récemment et on a remarqué que l'exclusion était un processus où on pouvait plonger et sortir. 40%, on l'a dit tout à l'heure, des actifs sont menacés. Elle entraîne de nombreux autres problèmes, des soins dentaires, des soins optiques, de manière générale, tout type de pathologies, des violences subies et toutes sortes de choses comme ça, une méconnaissance totale des droits. Et moi, j'aimerais un peu savoir, en ce qui concerne la santé, non, pas vous. Bon, j'aimerais qu'on évoque un petit peu ce problème. Oui, on peut aussi évoquer la solitude. Oui, non, mais attends, j'aimerais simplement dire un petit mot là-dessus parce que je crois que ça me paraît très très important, les problèmes de santé de ces gens qui ne se soignent pas. Et je crois qu'on ne peut pas faire une émission comme ça sans dire qu'effectivement il y a des dispensaires et que les gens peuvent ou doivent en tout cas trouver des adresses où ils seront soignés gratuitement. Il y en a un peu partout en France, je crois qu'ils peuvent se renseigner dans les mairies et il faut qu'ils puissent aller se soigner. Voilà. Oui, et puis il y a des villes comme Marseille qui par exemple ont fait des petits livrets verts, comme Toulouse également. Voilà. À Paris, il y a un numéro vert qui permettent aux gens de aussi pouvoir se soigner, de pouvoir s'habiller, de pouvoir manger, de pouvoir passer un petit instant à boire un café. Et certains disent à pas obligatoirement se réinsérer non plus, juste pour dialoguer et qu'on les regarde autrement. Et justement, dans ce qui est de regarder autrement, la solitude, c'est une des premières conséquences en fait de l'exclusion. Et pour pallier le manque d'amour et de communication, certains ont choisi un compagnon de route, un chien. Et c'est sans doute plus fidèle et moins cruel que les gens de la rue. Mais dans la rue, il est difficile, quand on n'arrive déjà pas à manger et à se loger, de soigner son chien. C'est pour ça qu'on a créé en fait des dispensaires pour animaux d'exclus. Et Frédéric Elbaz est allé consulter pour nous. Voilà pourquoi qu'on aime les chiens. Voilà. Et les chats aussi, les araignées. Les chiens, ce sont nos amis. La terre, je préfère les rats. Il y a de crevettes. Ça, c'est mon clep. Si j'ai voulu un chien, c'est parce que je le voulais, c'est parce que je l'aime. C'est tout. J'aime mon chien comme j'aime ma femme. Donc il y a plusieurs versions d'aimer, quoi. Mais bon, j'aime mon chien. J'aime pas ma femme, mais j'en ai pas. Quand ma femme n'est pas là, mon chien est là. Donc je suis jamais tout seul quand je vais là. C'est très rare, on en voit plus des comme ça. Mais ils sont full tranquilles. Nous voyons en clientèle de plus en plus de personnes qui arrivent maintenant démunis, qui sont de plus en plus exclus, qui ont leur animal, qui veulent quand même faire soigner leur animal. Alors il y a beaucoup de vétérinaires qui participent à cette exclusion et qui continuent à traiter, à s'occuper de ces animaux, mais malheureusement, devant la multiplication des cas, il y a la nécessité de faire des dispensaires. Les gens qui vont au dispensaire n'ont pas d'honoraires à régler. Il y a ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller chez un vétérinaire et donc qui ont quand même un petit peu de ressources, ils peuvent faire une participation, 10 francs, 20 francs, 30 francs, ils mettent ce qu'ils veulent.
Si j'ai 50 balles, il a 25 balles. Il a pas de problème. Bon, ça, on dit les chiens des mecs de rue, mais ils sont des fois bien nourris, les chiens. Les mecs qui vivent dans un appart, quoi. Tranquille. Les animaux des exclus sont des animaux qui sont très bien traités, très bien entretenus et très bien nourris. Je connais aussi beaucoup de personnes qui refusent de manger, enfin qui refusent ou qui s'abstiennent de manger pour pouvoir continuer à nourrir leur animal. Ces personnes exclues se sont de plus en plus abandonnées par tout le monde et l'animal est vraiment le dernier maillon qui les retient au monde. Le chien remplace ce manque d'amitié, de chaleur. Mon chien me sert d'oreiller en ce moment. Mais je leur fais comprendre. Il a vraiment froid. Je le mets ici. Et là, il est au chaud, il dort là. Voilà. C'est le principe. On est dans la rue. Ah, ça coule. Après, le remettre à ta bouche. C'est bon le chien? Allez à moi maintenant. Et c'est pas de la bière. Rhinofil 500. Je fais pas de la pub. Que de la vitamine. Merci. Merci. Eh bien, c'est un vrai problème. Parce que pour les plus démunis, c'est tout de même un drame. Et quelque part, ces animaux, c'est le dernier rempart avant la rupture affective totale. Et puis, il y a tout de même une information que j'aimerais donner, qui me paraît importante, parce que ces animaux peuvent être malades, bien sûr. Ces animaux peuvent ne pas être vaccinés, et donc peuvent transmettre des maladies aux hommes. Et c'est un véritable problème de santé publique qu'il ne faut pas ignorer. Et on remercie tout de même les gens de la SPA qui ont fait un réel effort, car maintenant, on va pouvoir, du moins à Paris, j'espère ailleurs aussi, soigner ces animaux gratuitement. Moi, j'aurais aimé poser une question à Grégoire. Ouais. Grégoire, toi, tu as dit que tu étais très solitaire et qu'en fait, tu as passé un moment dans un aéroport et à aucun moment tu n'as voulu aller vers d'autres SDF. Pour quelle raison? C'est pas que je voulais pas aller vers eux, c'est que ça se trouvait comme ça. Ça se trouvait que eux étaient là et moi j'étais là et puis c'était comme ça. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une... Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je me disais encore, je ne suis pas un SDF, je peux m'en sortir, je vais le faire tout seul comme un grand, je peux trouver un emploi demain. Et tu t'es pas fait d'amis? Je me suis fait très peu d'amis à ce moment-là. Je voudrais revenir sur Florence Hernandez qui est dans le public et qui a donc écrit un article. Si Max pouvait... Oui, je suis de l'autre côté, je suis derrière toi. On pourrait peut-être faire réagir Monsieur Cormand, d'abord médecin, et ensuite j'irai voir... là, j'ai pas bien le choix. Oui, je voulais dire un mot tout à l'heure quand Doc évoquait le problème de la santé. Aujourd'hui, c'est très complexe parce que je crois qu'un des grands problèmes de l'exclusion, c'est que nous n'avons pas affaire à un groupe social déterminé, mais à une mosaïque d'individus, avec tous des histoires différentes. Et quand on dit il faut aller vers le dispensaire, je crois qu'eux aussi, ils ont droit à avoir véritablement des médecins qui les prennent en charge de façon individuelle, en tant qu'individu. Et là-dessus, le système aujourd'hui n'est pas très bon parce que vous savez que le système de sécurité sociale est basé sur un système d'assurance qui donc, a priori, suppose l'ignorance du risque de l'autre. Or, à partir du moment où cette population est une population à haut risque, il est évident qu'elle se retrouve sans assurance sociale. Et de plus, il faut savoir que, moi je suis confronté à ce problème souvent, il faut savoir que pour intervenir, il faut aller chercher une carte santé. Et pour avoir la carte santé, il faut des jours, il faut des papiers, etc. Ben, voilà. Justement, Lydia, je crois que là-dessus, tu en as parlé dans ton livre, tu dis quand on est SDF, c'est rhume sur rhume. On n'arrive pas à se soigner en fait. Ouais, en fait, c'est très difficile parce qu'il faut avoir la carte santé, il faut avoir la sécurité sociale. Bon, être prise par le chômage, avoir la sécurité sociale, c'est très bien, mais on ne l'a pas du jour au lendemain, on n'a pas d'adresse, on n'a rien. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut aller d'un endroit à un autre. On nous jette carrément d'un endroit à un autre. Alors, j'ai remercié Dieu de m'avoir donné que des rhumes. Oui. Max, ça y est, il est arrivé à Florence Hernandez, qui donc, Florence, vous êtes journaliste, vous avez écrit un article suite à ces 15 jours passés dans la rue. Voilà. Et sur la solitude, en fait, est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait une grande solidarité entre SDF? Alors donc cet article, moi je suis une froufrouteuse, je travaille donc pour le magazine Froufrou. J'espère que vous connaissez Froufrou et que vous l'aimez. Publicité gratuite, c'était pas prévu. Mais c'est en direct, c'est comme ça.
Je suis donc allée voir Thierry Ardisson après et Denise Beaulieu après cette expérience parce que effectivement la première des choses qui me paraissait importante c'était de témoigner parce que ces gens ne parlent pas, ils n'osent pas, ils ont tellement de pudeur et tellement de honte qu'ils ne veulent jamais rien dire. Et ils ont de l'amour aussi à donner, c'est ce que Lydia a dit. Énormément. Et donc je suis allée voir Thierry Ardisson et Denise Beaulieu en leur proposant de parler de ça parce que en fait c'était une vérité de femme et cette vérité de femme je pouvais la dire que dans Froufrou et donc ils m'ont permis de le faire. Et ce qui est formidable c'est que de voir ces gens comme ça, j'ai eu l'impression à un moment en me disant cette démarche, est-ce que je vais les trahir? Parce que c'est très dur aussi de se dire que dans la mesure où on y va 15 jours, on se plonge dans de l'eau à moins 4 degrés comme ça pendant 15 jours, on se dit mais ces gens qui vous font des confidences, ces gens qui vous parlent, ces gens qui vous disent des choses très profondes comme ça, mais est-ce qu'on les trahit pas quelque part? Et à la fois ça m'a beaucoup dérangée et en même temps je me suis dit que pour briser ces solitudes, parce que ces solitudes ne sont pas que des solitudes de parole, ce ne sont pas des solitudes de personne à personne, c'est aussi une immense solitude parce que une solitude multipliée par 200 000 solitudes, ça fait un néant. Merci. Je pense que Lydia a quelque chose à dire. Oui, c'était à propos de l'illettrisme de tout à l'heure. J'ai complètement oublié d'intervenir. Mais je voudrais dire merci à Florence, à monsieur Jacques Lanzmann et aux éditions La Thèse de m'avoir fait faire un livre parce que j'avais quand même d'un niveau 3e seulement et c'était très difficile. Et en plus, je crois que ça t'a permis de faire une psychothérapie, d'après ce que tu nous as dit. Ouais, de faire un peu le ménage dans ma tête. Hubert Prolongeau, vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais réagir sur la solitude. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser parce qu'on présente là aussi de manière souvent fausse le milieu SDF comme un milieu solidaire, sympa. C'est un milieu qui est d'une dureté atroce, mais d'une dureté moins par violence que par indifférence. À la limite, et pour Florence comme pour moi, ça nous a énormément facilité notre travail. Moi, je me demandais avant comment les approcher. Eh bien, en fait, pour les approcher, il suffit de s'asseoir à côté d'eux et puis on attend. Et tout le monde s'ennuie ensemble et on passe des heures et des heures avec des gens sans que souvent aucun sentiment ne naisse, sans que ce sont des gens qui ont été tellement brisés qu'ils ont perdu la capacité d'aimer les autres et la capacité de faire un pas vers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui les enfonce complètement. Et très souvent, on a l'impression de trajectoires qui se croisent comme ça, sans jamais qu'il y ait autre chose, qu'il y ait un sentiment plus fort. Mais... D'accord, donc ils ont du mal à aller vers les autres. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs qu'ils ne vont pas vers les associations. Mais est-ce que le fait justement d'aller à leur rencontre, parce que c'est une nécessité, ça apporte quelque chose vraiment? Oui, parce qu'il y a en même temps, paradoxalement, un besoin énorme de parler. Il suffit de se mettre à côté de quelqu'un et de l'écouter. Et il s'ouvre pendant... Moi, c'est arrivé que des gens me parlent pendant 2-3 heures, mais il n'y a pas de dialogue qui se crée. Parce qu'ils résolvent un besoin qui est le besoin de parler, mais en même temps, tous les rapports aux autres sont basés sur la méfiance. Ils reproduisent des rapports qui sont ceux qu'eux ont eus avec les gens et avec la société, et ça crée un monde qui est d'une froideur absolument souvent irréchauffable. Max? Oui. Ici, avec Anne. Oui. Anne Kounvari, oui, vous avez créé le journal La Rue. Oui, je voulais revenir 2 secondes sur les causes de l'exclusion parce que je crois que c'est fondamental si on veut trouver des solutions. Et comme on va bientôt parler... On va en parler tout à l'heure des solutions, oui. Donc sur les causes de l'exclusion, je crois qu'il y a vraiment effectivement ce que dit Hubert Prolongeau et ce que dit beaucoup d'autres gens, une exclusion qu'on a en héritage. C'est-à-dire que quand on vient d'une famille qui a des difficultés, quand on a un père alcoolique, quand on a des difficultés à l'école, effectivement on hérite de l'exclusion et effectivement on s'en sort pas. Mais ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, et ce qui fait que l'exclusion, ce n'est pas un gène, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a en lui au départ, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui, il y a 20 ans, ne seraient jamais devenus SDF. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on a un problème de boulot qui se conjugue à un problème de divorce, en général, c'est comme ça, c'est un cocktail. Boulot, divorce, logement. Et bien maintenant, si vous avez 6 mois de vide, après, vous ne retrouvez pas de boulot. Et donc, la société, aujourd'hui, fabrique de l'exclusion, fabrique des exclus, en plus de tout ce quart-monde et cette pauvreté qui a toujours été existante dans la société française. Mais elle est devenue beaucoup plus excluante du fait des caractéristiques économiques, du non-partage du travail, etc. D'accord. On a parlé des causes, alors on ne va pas y revenir parce qu'on ne va pas s'y retrouver. Puisque justement vous vous occupez de ce magazine La Rue, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de dire sur la solidarité et la solitude de ces gens? Parce que vous les rencontrez, vous vivez un peu avec eux. Bien sûr, je crois qu'effectivement, la solitude et le manque de lien social, c'est une difficulté fondamentale des personnes à la rue. Alors c'est vrai qu'à la rue, quand on a réfléchi à faire un journal qui serait vendu par des gens en grande précarité, notre truc, ça a été de dire on fait un vrai journal, on le propose à la vente, donc on donne un vrai boulot, un vrai statut, et en plus on fait à côté de ça tout un travail d'insertion pour recréer du lien social, pour trouver des logements, pour permettre à nos vendeurs d'avoir la sécu, pour permettre attendez, d'accord, c'est important ce que vous dites, mais on va l'évoquer après, mais